Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Ravi de vous retrouver pour un numéro spécial ce soir à l'occasion du Salon du Livre de Paris. Comment faire émerger des voix singulières dans la littérature francophone? Quel est l'impact réel des révolutions arabes sur la création littéraire? La censure est-elle toujours d'actualité en Tunisie? Qu'en est-il au Liban ou encore au Maroc? Y a-t-il des lignes rouges à ne pas franchir, à ne pas dépasser? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Ils sont trois autour de moi ce soir. Lamia Berada-Berka, merci d'être avec nous. Vous êtes romancière. Vous êtes notamment l'auteur de Kant et la petite robe rouge. C'est aux éditions La Cheminante, votre nouveau livre. Là, on voit la couverture de Kant donc, et la petite robe rouge. Et vous avez écrit un nouveau livre. Il vient de sortir. Il s'intitule Une même nuit nous attend tous. C'est toujours chez La Cheminante. Bienvenue à vous. Avec nous également Michel Choueiri, en provenance du Liban. Vous venez de Beyrouth. Vous vous occupez de la librairie El Bourj, dans la capitale libanaise. Vous êtes libraire et vous êtes président de l'Association internationale des libraires francophones, l'AILF, qui fête ses 10 ans. Joyeux anniversaire à vous et à l'AILF au nom de toute l'équipe de Maghreb Orient Express. Et puis Elisabeth Daldoul qui nous vient de Tunis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes fondatrice des éditions Elisade, donc à Tunis. Première question, elle fait pour vous, Lamia Berada-Berka. En quoi le printemps arabe, ce que l'on appelle le printemps arabe, a-t-il influencé votre écriture peut-être et les thèmes que vous avez choisis ces derniers mois? Alors c'est vrai que les printemps arabes constituent une espèce de révolution à tout point de vue. L'écriture, évidemment, et la littérature ne peut qu'en tenir compte. On est connecté au réel, hein, forcément, et les histoires qu'on écrit sont toujours en rapport avec ce qui influe sur nous et ce qu'on vit au quotidien. Ce que j'ai trouvé finalement très important, c'est de voir aussi à quel point, finalement, ces révolutions qui sont d'ordre politique, hein, au départ, hein, et qui se traduisent du coup au niveau national, collectif, hein, engendre des espèces de révolutions individuelles qui finalement passent par la révolution de ce que j'appelle les consciences de ces individus. Et je crois que la vraie révolution, elle se situe là, en réalité. Elle se situe dans l'émancipation et la faculté que chacun aura de se prendre en compte autrement, hein, par rapport justement aux normes sociales et d'aspirer à des choses finalement souvent enfouies, hein, et que le collectif ne peut peut-être plus assurer de la même façon, mais en tout cas qui demandent à être prises en compte autrement. Et donc c'est vraiment la libération de la parole de chacun. C'est ça le fait que j'aurais envie de retenir, et notamment justement ce qu'on appelle une révolution minuscule, parce que je crois qu'il n'existe pas de petite révolution. À l'échelle de l'individu, donc. Voilà, la plus importante reste celle des mentalités. Alors, Lamia Berada-Berka, vous pourriez très bien écrire en fait finalement un roman sur le Liban, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous vous intéressez beaucoup à l'identité de chacun, pas à celle des peuples, hein, à l'identité de chacun et à l'histoire personnelle finalement de chacun d'entre nous, dans un monde assez tourmenté finalement. Pourquoi ce choix, tout simplement? Il est très simple, il s'explique de par ma propre histoire déjà. C'est vrai qu'il se trouve que je suis issue d'un métissage et d'un vrai brassage en fait culturel, mais surtout Écosse, cas de sang, oui. Berbère. Oui, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de ma légende personnelle, mais j'ai une arrière-grand-mère écossaise, un arrière-grand-père suisse, une grand-mère donc française, enfin ma mère est du coup française, mon père est marocain, mais avec aussi une entité berbère et arabe, ce qui est très important parce que justement voilà, il y a l'idée en tout cas le sentiment très très fort de me sentir appartenir au monde en fait, et d'être terrienne, hein, à juste titre. Vous dites terrienne en souriant parce que vous êtes la marraine du blog dédié à la condition des femmes dans le monde, blog de TV5 Monde. Hein. Voilà, et ce qui me touche énormément, parce que justement je crois que il est très important d'essayer de trouver en tout cas un socle des valeurs fondamentales qui arrivent finalement à nous mettre tous d'accord au-delà de toutes les différences culturelles et du relativisme culturel qu'on ne peut pas effectivement nier. Mais en tout cas, cette universalité, effectivement, je milite en faveur et j'essaye d'en transmettre en tout cas le message dès que je peux dans mes écrits. Alors, le Liban, pays francophone, pays francophile également. Tiens, vous parlez de vos origines, Lamia Berada-Berka. Pourquoi avoir choisi d'écrire en langue française? C'est parce qu'il y a un socle commun qui est propice justement à travailler sur cette question d'identité? La réponse est beaucoup plus simple. C'est que c'est ma langue, en l'occurrence. C'est mon unique langue. C'est ma langue maternelle et c'est la langue, voilà, c'est ma vraie langue. Je parle l'arabe très mal. Ouais.
Et donc je m'exprime et je me suis toujours exprimée en français. Je veux dire, c'est vraiment ma langue. Mais c'est vrai que... Est-ce que vous croyez à un destin qui peut être commun à travers une langue, par exemple? Oui, alors c'est vrai qu'en tant que professeur de lettres, parce que c'est vrai que la langue, du coup, occupe une dimension très importante à mes yeux, la langue, c'est vraiment une façon de voir le monde, de toute façon. C'est vraiment le prisme à travers lequel vous racontez le monde dans lequel vous vivez et surtout les relations, finalement, qui unissent l'individu au monde. Et en effet, alors peut-être est-ce d'ordre culturel, je ne sais pas, mais il y a en tout cas, oui, des valeurs de toute façon qui me sont... auxquelles je suis attachée et que porte la langue française. Et au-delà de ça, évidemment, de tout un esprit, de tout un héritage littéraire, historique, que porte aussi cette langue, et notamment à travers des auteurs, et notamment ceux du XVIIIe siècle auxquels je suis profondément attachée. Alors je vais lire un des passages de votre livre, Grand Chef Chacal, voilà l'un des extraits. Grand Chef Chacal continue d'être fêté à l'étranger comme le grand réformateur du pays qui ne fait pas de bruit, aucune vague de contestation, rien, il est accueilli comme le discoureur de la paix. L'or noir vaut bien le sacrifice de l'or rouge, on liquide le peuple et le grand solitaire devient celui qui du haut de sa très grande et très souveraine solitude règne sur un pays fantôme. Grand Chef Chacal, qui est-il? Lamia Berada Berka, est-ce que c'est Ben Ali, Moubarak, Kadhafi qui ne sont plus là, ou est-ce que c'est le roi d'Arabie Saoudite aujourd'hui, ou alors peut-être, je ne sais pas, un dirigeant syrien? Alors justement, c'est finalement un peu de chaque. J'ai coutume, et je crois que on est toujours dans cette même thématique de l'universalité, et du coup mes écrits finalement se lisent un petit peu comme des fables et des paraboles. Chacun y verra. Je ne pars jamais d'un ancrage réaliste proprement dit, alors que je suis extrêmement influencée par l'actualité. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tout à l'heure, Elisabeth Daldoul disait qu'il y avait une difficulté à transposer pour ces écrivains-là directement dans la fiction, finalement, ce qu'ils étaient en train de vivre. En ce qui me concerne, c'est relativement facile et voire même immédiat. C'est-à-dire que justement, l'acte de la littérature, c'est vraiment ce principe de transposition. Et la parabole s'y prête magnifiquement, parce que vous avez un champ d'expérience extraordinaire à travers toutes les figures que vous avez citées. Et pour tout vous dire, j'ai été influencée au départ par l'image d'un dictateur, qui était celui d'Hissène Habré, lors d'un documentaire diffusé sur France 2, vous m'excuserez de la citer, la chaîne, mais en l'occurrence, les partenaires, allez-y, on les salue même. Et c'était sur France 2, un documentaire qui justement rappelait ces dictatures africaines, et j'ai été saisie par une image lors de ce documentaire qui a été le point de départ et le catalyseur de ce récit qui s'est prolongé au moment où Kadhafi justement était en train progressivement de tomber. Et aujourd'hui, où il paraît, effectivement, on voit ce que connaît la Syrie comme affre et comme tragédie. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce livre parle de toutes les dictatures. Je veux dire, elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de visage, elles n'appartiennent à aucun pays. Personne ne s'approprie justement cette terrible réalité de la dictature. Et ça pourrait tout aussi bien évoquer la Corée du Nord ou d'autres pays de ce type. Et merci à tous les trois également. L'émission donc touche à sa fin. On salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent au Liban, à Bahreïn également, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. On se retrouve dimanche prochain. Nous recevrons notamment l'Orchestre National de Barbès ou encore le chorégraphe Alexandre Polikevitch qui viendra de Beyrouth. D'ici là, on attend vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter @TV5Monde. MOE, à dimanche prochain.